Jacques Miller, les tempêtes, il connaît. Après 40 ans à cultiver la terre du Nebraska, il s'est flairé, à la seconde près, quand l'une d'elles va tourner au vinaigre. Mais cette tempête-là était différente. Tandis que la pluie pilonnait ses champs et que le vent hurlait à travers les arbres, il vit quelque chose qui le laissa perplexe, une femme, dans une robe manifestement hors de prix, prisonnière des hautes branches de son vieux chêne. Elle s'appelait Catherine Wells, bien que personne au village n'eût jamais entendu ce nom. Quand Jacques la fit entrer dans sa ferme cette nuit-là, trempée jusqu'aux os et grelottante, il était à 1000 lieues de se douter qu'elle pesait des milliards, à 1000 lieues d'imaginer qu'elle dirigeait l'une des plus grandes entreprises d'Amérique, et encore plus loin de soupçonner qu'elle fuyait quelque chose de bien plus redoutable que n'importe quelle tempête. Catherine avait un secret qui l'avait finalement rattrapée. Elle se cachait désormais dans le dernier endroit où l'on chercherait, une simple ferme du Nebraska. Mais combien de temps une milliardaire pouvait-elle décemment se terrer dans une ferme? Avant de replonger dans le vif du sujet, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain, je vous réserve une surprise de taille. Le matin précédant la tempête, Jacques Miller s'était réveillé à 4h30, comme chaque jour depuis 40 ans. Une horloge, ce Jacques. Mais quelque chose clochait. Debout devant la fenêtre de sa chambre, sa tasse de café réchauffant ses mains burinées, il scrutait le ciel d'avant l'aube. L'air avait cette lourdeur particulière, celle qui lui tiraillait son vieux genou et rendait les chats de la grange nerveux comme des puces. Se dirigeant vers son bureau, Jacques sortit le journal à la reliure de cuir que sa femme, Sarah, lui avait offert avant de s'éteindre. Ses pages étaient épaisses de notes météorologiques couvrant des décennies, les marges remplies de ses commentaires occasionnels à l'encre bleue pâlissante. « Ton instinct pour la météo vaut mieux que tous les Météo France du monde », avait-elle griffonné un jour. Il fit glisser son doigt sur la date du jour des années précédentes, fronçant les sourcils devant les schémas. « Dépression qui se déplace trop vite », marmonna-t-il, ajoutant la lecture du baromètre du jour sur une nouvelle page. Le chiffre était plus bas qu'il ne l'avait vu depuis des années. Son téléphone vibra, une alerte météo, mais il savait déjà ce qu'elle annoncerait. Pas besoin d'être grand clair. Quelque chose de gros se préparait. Dans la cuisine, Jacques ajouta des piles supplémentaires à sa trousse d'urgence et vérifia les lampes de poche. Les informations locales tournaient en sourdine sur la petite télévision fixée sous le placard. Encore une habitude du temps de Sarah. Elle avait toujours insisté pour l'allumer en préparant le petit déjeuner, prétextant que ça rendait la cuisine moins vide. Ou peut-être pour ne pas entendre ses propres pensées. Un système orageux d'une ampleur sans précédent s'approche de l'est du Nebraska. Le météorologue disait que les habitants devaient se préparer à d'éventuelles conditions de tornade. Jacques jeta un coup d'œil à la photo de Sarah sur le mur, son sourire éclatant sur fond de leur première récolte ensemble. « Ça va secouer aujourd'hui, ma belle », dit-il doucement, puis il enfila ses bottes de travail et sortit sécuriser la ferme. L'air moite et lourd le frappa comme une couverture mouillée. Au-dessus, des nuages sombres s'amoncelaient déjà, se déplaçant plus vite qu'ils n'auraient dû. Son champ de blé ondulait nerveusement sous le vent qui forçait. Les tiges dorées s'inclinaient et se relevaient, telles des vagues sur une mer d'ambre. La récolte était prête. Trop prête. Si cette tempête frappait avant qu'il ne puisse la rentrer. Mais ce n'était pas le moment de s'en inquiéter. Jacques parcourait méthodiquement sa liste de contrôle mental, la mémoire musculaire, forgée par d'innombrables tempêtes, guidant ses gestes. Il attacha le matériel qui traînait, renforça les portes de la grange et s'assura que le générateur de secours était plein de carburant et prêt à l'emploi. Les chevaux étaient déjà agités, sentant le changement de pression atmosphérique. Il les déplaça vers les stalles intérieures, plus robustes, leur parlant d'une voix basse et calme malgré sa propre inquiétude grandissante. À l'intérieur de la grange, Jacques s'arrêta pour vérifier les relevés de sa station météo. Les chiffres confirmaient ce que ses articulations lui disaient. Cette tempête montait en puissance plus vite que prévu. Il sortit son téléphone et composa le numéro de son plus proche voisin, Tom Henderson. « Et Tom ? Ouais, c'est Jacques. Écoute, celle-ci arrive à toute berzingue. Tu ferais mieux de mettre ton matériel d'irrigation à l'abri. » « Non, plutôt que ça. Elle fonce. » Il leva les yeux vers le ciel qui s'assombrissait à travers la lucarne de la grange. Très vite. Le vent se levait maintenant, charriant avec lui l'odeur lointaine de la pluie.
Jacques se dépêcha ensuite de vérifier la cave anti-tempête, la remplissant d'eau fraîche et de denrées non périssables. Sarah l'avait toujours taquiné sur sa manie d'être trop préparée, mais elle ne s'était jamais plainte une seule fois pendant les 3 jours qu'ils avaient passés là-dessous lors de la tornade de 98. De retour à la maison, Jacques fit un dernier tour. La luminosité du matin avait cédé la place à une pénombre crépusculaire inquiétante, bien que sa montre indiquât à peine midi passé. À la télé, la voix du météorologue avait pris cette intonation faussement calme, celle qu'ils adoptent tous quand ils essaient de ne pas sonner l'alarme générale tout en annonçant l'apocalypse. Formation sans précédent. Il est fortement conseillé aux résidents, précautions immédiates. Jack L. et Eignet. Il n'avait pas besoin d'un monsieur météo pour lui dire ce qui arrivait. Il le sentait dans ses os, dans la façon dont l'air crépitait d'énergie potentielle, dans la manière dont le vent était passé de constant à erratique. Son journal météo était ouvert sur la table de la cuisine, et il y ajouta une dernière note. Pression 932 HPA, plus bas que la tornade de 98. Les premières grosses gouttes de pluie frappèrent la fenêtre au moment où il finissait d'écrire. En quelques secondes, des centaines d'autres les rejoignirent, tambourinant contre le toit avec une intensité croissante. Dehors, le champ de blé avait disparu derrière un rideau d'eau, et le vieux chêne qui avait veillé sur sa ferme pendant des générations pliait sous le vent, ses branches se débattant contre le ciel couleur d'acier. Jacques Miller avait vu beaucoup de tempêtes au cours de ses 62 ans. Mais tandis qu'il regardait la pluie tomber à l'horizontale et entendait le vent se mettre à hurler comme une bête fauve, il sut que celle-ci était différente. Il ne savait simplement pas à quel point elle allait le devenir. Il se surprit à serrer la tasse à café préférée de Sarah, celle au tournesol délavé qu'elle avait toujours refusé de jeter, même ébréchée. Un fétiche, quoi. Je crois qu'il vaut mieux se préparer pour un long siège, dit-il à la cuisine vide. Mon petit doigt me dit qu'on va avoir droit à un sacré spectacle. Les lumières vacillèrent 1 fois, 2 fois, puis tinrent bon, pour l'instant. Jacques Miller s'installa dans le vieux fauteuil de son père, près de la fenêtre, ouvrit son journal météo à une page vierge et se prépara à attendre ce que cette tempête lui réservait. La tempête déchaîna toute sa fureur juste après le coucher du soleil. Le vent hurlait par chaque fissure des murs de la vieille ferme, et la pluie martelait le toit comme des plombs de chasse. Jacques venait de terminer ses relevés météorologiques horaires quand le courant finit par lâcher, plongeant la maison dans l'obscurité. Il tendait la main vers sa lampe de poche lorsqu'un éclair illumina quelque chose d'impossible à travers la fenêtre de son salon. Là, dans le chêne massif qui avait résisté à un siècle de tempête du Nebraska, se trouvait une forme incongrue. Quelque chose qui ressemblait étrangement à une silhouette humaine. « Pas possible », marmonna Jacques en se rapprochant de la fenêtre. Un autre éclair confirma ce que ses yeux refusaient de croire. Une femme dans ce qui semblait être une robe du soir, accrochée désespérément aux branches supérieures de son chêne. Sans hésiter, Jacques attrapa son ciré et sa trousse d'urgence. Au moment où il ouvrit sa porte d'entrée, le vent faillit la lui arracher des mains. La pluie lui cinglait le visage tandis qu'il luttait pour traverser la cour, ses bottes s'enfonçant dans la boue à chaque pas. « Tenez bon !» cria-t-il, mais le vent avala ses mots. La robe de la femme, qu'il pouvait maintenant distinguer d'un bleu profond, claquait violemment autour d'elle comme un drapeau dans un ouragan. Elle était à au moins 6 mètres de hauteur, et les branches de l'arbre se balançaient dangereusement. Jacques atteignit le pied de l'arbre, le cœur battant. « Je monte !» cria-t-il. « Restez immobile. » La réponse de la femme fut perdue dans la tempête, mais il la vit hocher la tête. Ses cheveux, plaqués sur son visage par la pluie, paraissaient presque noirs dans l'obscurité. Alors que Jacques commençait à grimper, une autre rafale de vent secoua l'arbre, et il l'entendit crier. Des années à entretenir son propre équipement avaient maintenu Jacques en forme malgré son âge, mais cette ascension mit chacun de ses muscles à l'épreuve. L'écorce était glissante à cause de la pluie, et par 2 fois il faillit perdre prise. Quand il l'atteignit enfin, il put voir qu'elle tremblait, de froid, de peur, ou des deux. « Je vous tiens, » dit-il, assez près maintenant pour qu'elle puisse l'entendre. « Je suis Jacques Miller. Pouvez-vous vous diriger vers moi ? » Je crois. » Sa voix était distinguée, clairement pas du coin. Elle essaya de changer de position, mais sa robe était accrochée à une branche. Au prochain éclair, Jacques vit la terreur pure dans ses yeux. « Ok, ne bougez plus. » Il se rapprocha encore,
luttant pour garder l'équilibre alors que le vent tentait de les décrocher tous les deux. Je vais passer mon bras autour de vous. Quand je dirai maintenant, lâchez la branche et agrippez-vous à moi. Vous pouvez faire ça. Elle hocha la tête, les dents claquant. Jacques se cala du mieux qu'il put et enroula fermement un bras autour de sa taille. Le tissu coûteux de sa robe était trempé, rendant sa prise incertaine. Maintenant. Elle lâcha la branche et s'agrippa à lui juste au moment où une rafale massive frappa l'arbre. Ils tanguèrent dangereusement, mais la prise de Jacques tint bon. Il pouvait sentir son cœur battre la chamade contre sa poitrine. « Je vous tiens », répéta-t-il. On descend doucement. Accrochez-vous. La descente fut un flou de pluie, de vent et de mouvements prudents. Les muscles de Jacques hurlaient de douleur, mais il n'osait pas se précipiter. Une seule glissade les enverrait tous les deux s'écraser au sol. Quand ses bottes touchèrent enfin terre, ses jambes tremblaient sous l'effort. Les genoux de la femme fléchirent dès qu'il la posa. Jacques la rattrapa avant qu'elle ne puisse tomber, soutenant son poids facilement malgré son épuisement. Elle était grande mais mince, et de près, il put voir qu'elle était plus jeune qu'il ne l'avait d'abord pensé, peut-être la trentaine avancée. « Pouvez-vous marcher » demanda-t-il. Elle essaya de faire un pas et trébucha. « Yeah, Machaville. Je crois que je me la suis tordue en montant dans l'arbre. » Sans plus de discussion, Jacques la souleva dans ses bras. Elle pesait à peine plus que les sacs de grains qu'il transportait quotidiennement. Une brindille, cette femme. Elle ne protesta pas tandis qu'il commençait à se frayer un chemin vers la maison. Sa peau était glacée contre son cou. Ils atteignirent enfin le porche, tous deux à bout de souffle. Alors que Jacques ouvrait la porte d'un coup d'épaule, un autre éclair illumina clairement le visage de l'étrangère pour la première fois. Malgré le fait d'être trempée et débraillée, il y avait quelque chose de frappant dans ses traits, une sorte de dignité tranquille que même la tempête n'avait réussi à effacer. « Bienvenue à la ferme Miller », dit Jacques, la déposant doucement sur son canapé. « Maintenant, auriez-vous l'amabilité de m'expliquer comment diable vous avez atterri dans mon arbre ?» La femme grelottait sur le canapé de Jacques, sa robe coûteuse formant une flaque sombre sur les coussins usés. Dans le faisceau de sa lampe de poche, on aurait dit une ondine étrange, échouée d'un autre monde. « Commençons par le commencement », dit Jacques, posant la lampe de poche de manière à ce qu'elle éclaire le plafond. « Il faut vous réchauffer. » Il disparut dans l'obscurité et revint avec une épaisse courte pointe, la préférée de Sarah, avec le motif de tournesol cousu main. « Tenez, vous devez vous débarrasser de ces vêtements mouillés avant que l'hypothermie ne s'installe. »« Merci. » Sa voix était plus assurée maintenant, mais elle tremblait encore légèrement. « Je ne suppose pas que vous ayez des vêtements de rechange ? Les affaires de ma femme sont dans la chambre d'amis. Elles seront peut-être un peu courtes pour vous, mais elles sont propres et sèches. » Il hésita. Elle est partie il y a 5 ans, mais je n'ai jamais pu me résoudre à... Il laissa sa phrase en suspens, puis se redressa. « Je vais aller vous trouver quelque chose de convenable. » Quand il revint avec une chemise en flanelle et un pantalon en coton doux, elle avait réussi à se défaire de ses escarpins de créateur ruiné. Sa cheville était visiblement enflée. « Je devrais jeter un œil à ça après que vous vous soyez changé, » dit Jacques, puis il ajouta. « La salle de bain, c'est la première porte à gauche. Attention où vous mettez les pieds dans le noir. » Pendant qu'elle se changeait, Jacques s'occupa de questions pratiques. Il sortit le vieux service à thé en argent de sa mère, celui que Sarah avait toujours jugé trop chic pour tous les jours, et mit de l'eau à bouillir sur la cuisinière à gaz. Les gestes familiers de la préparation du thé aidèrent à calmer le flot de ses pensées concernant l'étrange femme actuellement dans sa salle de bain. Quand elle émergea, les vêtements de Sarah flottant sur sa silhouette plus grande, elle parut à la fois plus humaine et plus déplacée. Elle se déplaçait avec une grâce qui semblait en porte-à-faux avec le décor de la ferme, comme une biche égarée dans une étable. « Je suis Catherine », dit-elle en boitillant légèrement alors qu'elle regagnait le canapé. « Catherine Wells. Et je crains de vous devoir une sacrée explication. » Jacques versa du thé dans les délicates tasses de sa mère, le service en argent captant la lueur de la lampe de poche. Le genre de conversation qui passe mieux avec quelque chose de chaud à boire, il me semble. Il lui tendit une tasse, remarquant que ses doigts tremblaient légèrement en la prenant. « C'est magnifique, » dit-elle en passant un doigt sur le rebord orné de la tasse. « Un héritage familial, de ma mère. »
Elle l'a apporté d'Angleterre en 1945. Une épouse de guerre. Il s'installa dans son fauteuil, sa propre tasse à la main. Maintenant, à propos de cette explication. Catherine prit une longue gorgée de thé avant de parler. Me croiriez-vous si je vous disais que je faisais simplement une promenade du soir quand l'orage a éclaté, en talons de 8 cm et ce qui ressemble à une robe Chanel, à 15 km de la ville la plus proche? Jacques haussa un sourcil. Je ne suis peut-être qu'un fermier, mais je ne suis pas né de la dernière pluie. Un fantôme de sourire traversa son visage. Non, je ne suppose pas que vous le soyez. Elle fixa son thé comme si elle cherchait ses mots. Dehors, la tempête continuait son assaut. Mais ici, dans l'espace calme entre eux, le temps semblait ralentir. J'avais besoin de disparaître, dit-elle finalement. Juste pour un temps. Je pensais avoir tout planifié, mais ensuite la tempête. Elle fit un geste vague. J'ai perdu le contrôle de ma voiture environ 1 kilomètre en arrière. Votre arbre m'a semblé l'option la plus sûre sur le moment. Enfin, sûre, façon de parler. Jacques absorba cela, notant autant ce qu'elle ne disait pas que ce qu'elle disait. Fuyant quelque chose, ou quelqu'un. Les mains de Catherine se resserrèrent autour de la tasse de thé. Les deux, aucun des deux. C'est compliqué. La plupart des choses qui valent la peine d'être fuient le sont. Jacques posa sa tasse et se pencha en avant. Écoutez, mademoiselle Wells, Catherine, s'il vous plaît. Catherine, quoi que vous fuyiez, vous êtes en sécurité ici pour l'instant. Cette tempête ne va pas se calmer de sitôt, et j'ai beaucoup de place. On avisera pour le reste demain matin. Le soulagement inonda ses traits, bien qu'elle essayât de le cacher. Je ne pourrais pas m'imposer. On ne s'impose pas quand on est invité. C'est la base. Jacques se leva, ses genoux craquant légèrement. Maintenant, laissez-moi jeter un œil à cette cheville, et ensuite nous verrons pour vous installer dans la chambre d'amis. Tandis qu'il lui bandait soigneusement la cheville avec des fournitures de sa trousse de premier secours, Jacques ne pouvait se défaire du sentiment que cette étrange femme allait changer sa vie soigneusement ordonnée d'une manière qu'il ne pouvait commencer à imaginer. Et quelque part au fond de son esprit, il pouvait presque entendre Sarah rire de la façon dont la tempête avait apporté précisément le genre de piment dont, selon elle, il avait toujours eu besoin. L'aube se leva sur la ferme entraînée d'or pâle, la fureur de la tempête enfin épuisée. Jacques était déjà debout, ayant dormi par intermittence dans son fauteuil malgré son épuisement. Le journal du matin gisait sur son porche, où Tommy, le livreur de journaux, l'avait déposé, protégé de la pluie par 3 sacs plastiques, exactement comme Jacques le lui avait appris. Un garçon bien dressé. Il préparait du café quand il entendit Catherine remuer à l'étage. Les lattes du plancher craquèrent sous des pas inconnus, hésitants et chercheurs, différents du chemin matinal assuré de Sarah vers la salle de bain, un itinéraire qu'elle avait emprunté pendant 30 ans. La chaîne d'information locale reprit vie alors que le courant revenait, et Jacques faillit laisser tomber sa tasse de café. Là, sur l'écran, se trouvait le visage de Catherine, non pas trempé par la pluie et effrayé comme il l'avait trouvé, mais soigné et professionnel, debout à un pupitre. Toujours aucune nouvelle de Catherine Wells, PDG de Wells Technologies, disparue il y a 3 jours. L'action de l'entreprise a chuté sur fond de rumeurs d'espionnage industriel. Jacques éteignit la télévision juste au moment où Catherine apparaissait dans l'embrasure de la cuisine, portant les vieux vêtements de Sarah et une expression lasse. Elle devait avoir vu le journal qu'il avait laissé sur le comptoir, celui avec son visage en première page. « Je suppose que nous devrions parler, » dit-elle doucement. « Je suppose que oui. » Jacques versa une deuxième tasse de café et la posa sur la table. La crème est dans le frigo. Le sucre près de la cuisinière. Le journal dit que vous pesez environ 4 milliards de dollars. Le rire de Catherine n'avait rien d'amusant. 4,2, pour être exact. Bien que ce chiffre baisse probablement à la minute. Elle sucra son café avec des mains tremblantes, puis s'affaissa sur une chaise de cuisine. Je ne voulais pas vous entraîner là-dedans. À mon sens, vous ne m'avez traîné nulle part. C'est la tempête qui s'en est chargée. Jacques s'installa en face d'elle, étudiant son visage. À la lumière du matin, il pouvait voir l'épuisement gravé autour de ses yeux, la tension dans ses épaules. Mais je crois que je devrais savoir quel genre d'ennui pourrait frapper à ma porte.
Catherine tira un morceau de papier plié du journal et le lissa. C'était une photo granuleuse d'un homme en costume chair, son visage acéré et prédateur. Thomas Blackwood, mon DAF. Il y a 3 jours, j'ai trouvé des preuves qu'il vendait nos contrats militaires à des acheteurs étrangers. Quand je l'ai confronté, elle déglutit. Disons simplement qu'il m'a fait comprendre que les lanceurs d'alerte avaient tendance à subir des accidents fâcheux. Le genre d'accident qui n'en est pas vraiment un. Et la police ? Blackwood a des amis haut placés. Très haut. Elle enroula ses mains autour de sa tasse de café comme pour y chercher de la chaleur. J'avais besoin de temps. De temps pour mettre mes preuves en ordre. De temps pour trouver quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. J'avais tout planifié. Mais ensuite, cette tempête. Un sourire amer traversa son visage. 4,2 milliards de dollars. Et je finis par chercher refuge dans un arbre. Jacques absorba cela en silence, regardant le soleil du matin attraper les fils d'argent dans ses cheveux sombres. Finalement, il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant ses champs meurtris par la tempête. Mon père disait toujours qu'il y a 2 sortes de tempêtes, dit-il lentement. Celles qui détruisent tout sur leur passage et celles qui purifient l'air pour que quelque chose de nouveau puisse pousser. Il se retourna pour lui faire face. La question est, de quelle sorte était la tempête d'hier soir ? Catherine le fixa, clairement décontenancée par ce tournant philosophique. Je ne suis pas sûre de suivre. C'est assez simple. Vous pouvez considérer cela comme un contretemps. Un mauvais virage. Pas de chance. Il est temps de passer à autre chose. Ou vous pouvez y voir une opportunité. Peu de gens penseraient à chercher une PDG dans une ferme du Nebraska. Il retourna à la table et tapota le journal. Il est dit ici qu'il fouille toutes vos propriétés, les maisons de vos amis, les hôtels de luxe. Mais ici, vous n'êtes qu'une autre réfugiée de la tempête pour quiconque pourrait demander. La compréhension naquit dans les yeux de Catherine. Vous m'offrez de rester. Je vous offre un choix, corrigea Jacques. La chambre d'amis est à vous si vous la voulez. Il y a beaucoup de travail à faire par ici. Ça vous occupera l'esprit pendant que vous réfléchirez à votre prochain coup. Ou je peux vous conduire à la gare routière en ville. Sans poser de questions. Catherine baissa les yeux sur son café, puis sur la ferme où le soleil levant transformait les flaques en or. Quand elle regarda de nouveau Jacques, quelque chose avait changé dans son expression. « Je ne connais rien à l'agriculture, dit-elle. Et moi, je ne connais rien à l'espionnage industriel. J'imagine qu'on pourrait tous les deux apprendre quelque chose de nouveau. » Jacques se leva et remplit à nouveau leur tasse de café. Première leçon gratuite. Une journée à la ferme commence avant l'aube. Vous êtes déjà en retard. Au bout de sa première semaine à la ferme, les ongles manucurés de Catherine étaient ébréchés, ses mains couvertes de callosité, et elle s'était découvert des muscles dont elle ignorait jusqu'alors l'existence. Une vraie cure de jouvence, version rustique. Mais c'était le téléphone prépayé dans sa poche qui pesait le plus lourd, sa seule connexion à son ancienne vie, utilisée une seule fois par jour pour vérifier un compte email sécurisé. Vous tenez cette fourche complètement de travers, lança Jacques depuis l'embrasure de la grange. Une prise plus basse sur le manche vous donne un meilleur levier. Catherine ajusta sa prise, étonnée de voir à quel point cela facilitait la tâche. Où avez-vous appris tout ça ? De la même manière que vous apprenez maintenant. Par essai et erreur. Surtout des erreurs. Il la regarda travailler un instant. Bien que j'aie eu l'avantage de commencer avant de savoir marcher. Elle s'arrêta pour essuyer la sueur de son front, laissant une trace de terre que Jacques ne mentionna pas. Le simple travail physique était étrangement satisfaisant, si différent des batailles de conseils d'administration et des assemblées d'actionnaires. Ici, le succès se mesurait en stalles propres et en animaux nourris, pas en cours de bourse et en marge bénéficiaire. Le téléphone prépayé vibra. Catherine se figea, la fourche suspendue en plein mouvement. « Allez-y, dit Jacques doucement. Je finirai ici. » Elle se précipita vers l'intimité du jardin, les mains tremblantes tandis qu'elle vérifiait le message. Il venait de son assistante la plus fidèle, la seule personne qui la savait vivante et en sécurité. Enquête sur propriété rurale dans un rayon de 300 km autour du lieu de l'accident. Soyez prudente.
Catherine supprima le message et regarda la ferme d'un œil nouveau. Le sanctuaire paisible lui parut soudain exposé. La longue allée, si charmante avec ses rangées de chênes anciens, n'offrait aucune protection contre les regards indiscrets. Les champs ouverts qui avaient commencé à lui sembler synonymes de liberté paraissaient maintenant dangereusement visibles. Quand elle retourna à la grange, Jacques jeta un coup d'œil à son visage et fit un signe de tête vers la maison. « Je crois qu'il est temps pour une limonade. » Dans la cuisine, Catherine le regarda sortir un pichet du réfrigérateur. De la vraie limonade maison, pas celle en bouteille à laquelle elle était habituée. Il versa 2 verres et s'assit en face d'elle à la table de cuisine usée. Mauvaise nouvelle ? Ils élargissent leurs recherches. Elle but une longue gorgée, la douceur acidulée l'ancrant dans le présent. Je devrais partir. Je vous mets en danger rien qu'en étant ici. Il me semble, dit Jacques lentement, qu'un type qui cherche une PDG ne reconnaîtrait pas une ouvrière agricole. Il désigna ses vêtements tachés de terre et ses bras bronzés. Surtout si elle met la main à la pâte. Catherine réfléchit à cela. Elle s'était aperçue dans le miroir ce matin-là et avait à peine reconnu son propre reflet. Une semaine de travail physique l'avait transformée plus profondément que n'importe quel déguisement n'aurait pu le faire. D'ailleurs, continua Jacques, j'ai une réputation à maintenir. Les gens du coin savent que je recueille les animaux errants, chiens, chats, et parfois un réfugié de tempête. Ses yeux pétillèrent d'amusement. Bien que vous soyez la première milliardaire du lot. Malgré son anxiété, Catherine se sentit sourire. Et quelle est ma couverture ? Déjà réglée. Pour autant que l'on sache, vous êtes la cousine au second degré de Sarah, venue de Chicago, épuisée par la vie citadine et s'essayant à l'agriculture. Votre nom est Kate Wilson. Il sirota sa limonade. Je l'ai dit à Madame Henderson à l'épicerie hier. À l'heure qu'il est, la moitié du comté le sait. Catherine le dévisagea. Vous avez bien réfléchi à tout ça. Les petites villes carburent aux histoires. Donnez-leur-en une bonne, et ils feront la moitié du boulot pour vous cacher. Il se leva et tira quelque chose d'un tiroir. Un portefeuille en cuir limé. Je vous ai aussi trouvé ça. Compte bancaire local. Permis de conduire. Un de mes amis ne pose pas trop de questions. Le genre de service qu'on se rend entre copains. La carte d'identité à l'intérieur du portefeuille montrait sa photo, une version habilement vieillie de son portrait d'entreprise, avec le nom de Catherine Wilson. Elle leva brusquement les yeux. C'est illégal. Menacer de tuer quelqu'un pour des secrets d'entreprise aussi. La voix de Jacques était neutre. Parfois, il faut choisir entre ce qui est légal et ce qui est juste. Catherine passa son doigt sur la carte d'identité, se souvenant d'autres choix. Des années de compromis et de décisions calculées qui avaient bâti son empire. Et maintenant, elle était là, buvant de la limonade dans une cuisine de ferme, prévoyant de se cacher à la vue de tous. « Merci », dit-elle simplement. Jacques fit un signe de tête vers la fenêtre où des nuages sombres s'amoncelaient à nouveau. « Une tempête arrive. Vous feriez mieux de m'aider à mettre le foin à l'abri. » Il sourit. « À moins que vous ne préfériez un autre arbre. » Catherine grogna et se leva, ses muscles protestants. « Je crois que je vais passer mon tour pour cette aventure. Une fois par vie, ça suffit. » Mais tandis qu'ils travaillaient ensemble pour sécuriser la ferme contre la tempête approchante, elle ne pouvait s'empêcher de se demander quelle était la plus grande aventure. Grimper à cet arbre en désespoir de cause, ou choisir de rester après en être descendu. Le SUV noir déboula sur la rue principale tel un nuage d'orage, ses vitres teintées reflétant les devantures endormies du centre-ville de Milleres Creek. Jacques l'aperçut depuis le magasin d'aliments Wilson où il chargeait des sacs de nourriture pour poulets dans sa camionnette. Quelque chose dans ce véhicule lui fit dresser les cheveux sur la nuque. Trop neuf, trop propre, trop rutilant, trop citadin pour un patelin où la plupart des voitures arboraient une couche permanente de poussière de la prairie. Il finit de charger sans se presser, gardant un œil sur le SUV qui passait lentement. Le conducteur portait un costume. Dans le Nebraska. En août. Le téléphone de Jacques vibra dans sa poche, le vieux téléphone à clapet qu'il utilisait depuis des années, pas le nouveau téléphone prépayé qu'il gardait pour les urgences. Miller, à l'appareil. Jacques, c'était Marie, la femme de Tom Henderson, la voix tendue d'inquiétude.
Il y a des hommes qui posent des questions au restaurant sur cette cousine à toi. Sa main se crispa sur le téléphone. Quel genre de questions? Quand elle est arrivée, d'où elle venait? Ils ont des insignes. Jack. Ils se disent agents fédéraux. Merci, Marie. Je crois que je vais passer goûter ta tarte aux pommes. N'y pense même pas, Jack Miller. Il surveille tous ceux qui entrent. Jack mit fin à l'appel et composa rapidement le numéro du téléphone prépayé. Catherine décrocha à la première sonnerie. Ils sont là, dit-il sans préambule. Prends la clé USB et va à la cave anti-tempête. Tu te souviens du signal? 3 coups de klaxon bref, un long si c'est toi. 4 brefs si je dois filer. Sa voix était assurée, mais il pouvait entendre la peur sous-jacente. Jacques, je suis désolé, pas le temps pour ça maintenant. Vas-y. Il démarra sa camionnette et rentra chez lui par les routes secondaires, l'esprit en ébullition. La clé USB que Catherine lui avait montrée la semaine dernière contenait suffisamment de preuves pour détruire Blackwood et toute son opération. Documents classifiés, enregistrements de surveillance, dossiers financiers prouvant qu'il vendait des secrets militaires. Mais elle faisait aussi de quiconque la possédait une cible. Alors qu'il tournait sur sa propriété, il vit Catherine disparaître dans la cave anti-tempête, se déplaçant avec la furtivité naturelle qu'elle avait développée au fil des semaines de travail à la ferme. Pour quiconque regardait, elle aurait ressemblé à une simple ouvrière agricole vaquant à ses occupations. Le SUV apparut dans son rétroviseur juste au moment où il se garait. Jacques sortit de sa camionnette, prenant délibérément son temps pour rassembler ses sacs de nourriture. Le SUV s'arrêta à son portail et 2 hommes en sortirent. Costume cher, cheveux coupés courts, et des lunettes de soleil qui coûtaient probablement plus cher que ses courses du mois. Monsieur Miller. Le plus grand s'approcha, un signe déjà sorti. Agent Brooks, FBI. Nous aimerions vous poser quelques questions. On vous attendait, les gars, dit Jacques en jetant un sac de nourriture sur son épaule. J'ai entendu dire que vous étiez en ville. Les agents échangèrent des regards. Vous nous attendiez? Bien sûr. C'est pour le programme d'aide à la sécheresse, n'est-ce pas? Les papiers sont à la maison. Si vous me donnez une minute pour ranger cette nourriture. Monsieur, nous ne sommes pas là pour, ça pourrait être pour les subventions pour le blé, alors, bien que ce soit généralement le ministère de l'Agriculture. Jacques se dirigea vers sa grange, les obligeant à le suivre. Où est-ce à propos du gamin de Tommy Henderson qui fait encore voler son drone au-dessus de l'espace aérien restreint? Monsieur Miller, la voix du second agent était plus dure. Nous enquêtons sur la disparition de Catherine Wells. Nous avons des raisons de croire qu'elle aurait pu passer par cette région. Jacques posa son sac de nourriture et se tourna pour leur faire face, l'air perplexe. Catherine qui? Wells, PDG de Wells Technologies. Brox brandit une photo. Catherine en mode corpo, s'adressant aux actionnaires. Avez-vous vu cette femme? Jacques étudia la photo puis rit. Nom d'un chien, j'aimerais bien. Une femme comme ça ne jetterait même pas un deuxième regard à un vieux cutéreux comme moi. Il plissa les yeux sur l'image. Bien qu'elle ressemble un peu à cette actrice dans le film que Sarah m'a traîné voir l'année dernière. Comment ça s'appelait déjà? Monsieur Miller, c'est une enquête fédérale. Si vous hébergez une fugitive, le seul fugitif par ici, c'est ce renard qui en veut à mes poules. Jack Croisa les bras. Maintenant, vous êtes les bienvenus pour jeter un œil, les gars, mais j'aurais besoin de voir un mandat d'abord. J'ai eu des problèmes avec des voleurs de cuivre l'année dernière. Ça m'a rendu prudent sur qui je laisse errer sur ma propriété. La frustration des agents était visible même derrière leurs lunettes de soleil. Ils avaient des insignes mais pas de mandat, et ils le savaient tous. Nous vous recontacterons, dit finalement Brox. Faites donc. Mais peut-être appeler avant la prochaine fois. Je détesterais vous faire perdre votre temps si je suis en train de moissonner. Jacques les regarda partir, conservant sa posture détendue jusqu'à ce que le SUV disparaisse au bout de son allée. Puis il se dirigea vers sa camionnette et klaxonna. 3 coups brefs, un long. Quelques instants plus tard, Catherine émergea de la cave anti-tempête, pâle et calme. C'était -1. Non. La voix de Jacques était sombre. Ce n'était que le début. Ce soir-là,
Ni Jacques ni Catherine ne parvinrent à se calmer. La rencontre avec les agents les avait laissés tous les deux sur les nerfs, sursautant à chaque craquement de la vieille ferme. Après avoir vérifié les fenêtres pour la 3e fois, Jacques sortit finalement un vieil album photo de l'étagère du bas de sa bibliothèque. « Viens là », dit-il en désignant le canapé. « Je crois qu'on a tous les deux besoin d'une distraction. » Catherine s'assit à côté de lui, assez près pour qu'il puisse sentir le savon à la lavande que Sarah avait toujours gardé dans la salle de bain des invités. La couverture en cuir de l'album était douce avec l'âge, ses pages jaunies sur les bords. « Je n'ai pas regardé ça depuis que Sarah est partie, » dit Jacques doucement en ouvrant la première page. « J'ai toujours voulu les organiser correctement, mais... » Il laissa sa phrase en suspens, passant un doigt sur une photo d'une version beaucoup plus jeune de lui-même, posant fièrement devant la ferme. « Parle-moi d'elle, » dit Catherine doucement. « Sarah, Jack Surratt. C'était une fille de la ville, si tu peux le croire. Elle enseignait la biologie au lycée à Lincoln. On s'est rencontrés quand sa voiture est tombée en panne par ici pendant la saison des récoltes. Elle disait que c'était le destin. Moi, je disais que c'était un alternateur défectueux. » Catherine se pencha plus près, étudiant la photo de mariage sur la page suivante. Sarah était radieuse dans une simple robe blanche, son sourire assez éclatant pour illuminer tout le cadre. Elle est belle, à l'intérieur comme à l'extérieur. Jacques tourna une autre page. C'est elle qui a vraiment fait de cet endroit un foyer. Elle avait le don de savoir exactement ce dont les gens avaient besoin, même quand ils ne le savaient pas eux-mêmes. Il s'arrêta sur une photo de Sarah s'occupant de son jardin. Elle t'aurait aimé, je pense. Elle disait toujours que j'avais besoin de quelqu'un avec qui rivaliser d'esprit. Je suis désolée de ne jamais l'avoir rencontrée. Catherine toucha doucement la photo. Comment as-tu fait après son départ ? Un jour à la fois. Certains jours étaient plus durs que d'autres. La voix de Jacques devint lointaine. La première récolte sans elle, j'ai failli vendre la ferme. Je ne supportais pas l'idée de tout cet espace vide. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose qu'elle disait toujours. La vie, c'est comme l'agriculture, Jacques. Parfois, il faut traverser l'hiver pour voir ce qui va germer au printemps, point. Ils restèrent assis en silence confortable pendant un moment, l'album ouvert entre eux. Dehors, les grillons chantaient leur chœur du soir, un son que Catherine avait appris à trouver réconfortant. « J'ai été fiancée une fois, » dit-elle soudainement, avant de reprendre l'entreprise. Il s'appelait David. Jacques attendit, la laissant trouver ses mots. Il était gentil, brillant, tout ce que je pensais vouloir. Mais quand mon père est mort et que j'ai hérité de Wells Technologies, quelque chose a changé. L'entreprise était en difficulté et j'ai dû faire des choix difficiles. David. Elle déglutit. Il a dit qu'il n'avait pas signé pour être avec quelqu'un qui faisait passer les affaires avant la famille. Il m'a quitté une semaine avant le mariage. C'est lui le perdant, dit Jacques simplement. Catherine rit, mais le rire se coinça dans sa gorge. Peut-être. Mais parfois je me demande s'il n'avait pas raison. J'ai passé tellement d'années à construire des murs, à me protéger, que j'ai oublié comment laisser entrer qui que ce soit. Même maintenant, en fuyant pour sauver ma peau, j'essaie toujours de tout gérer seul. Il me semble, dit Jacques prudemment, que tu es assise ici à partager ton histoire avec un vieux fermier que tu as rencontré dans une tempête. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui est seul. Leurs yeux se rencontrèrent, et quelque chose changea dans l'espace entre eux. Catherine sentit son souffle se couper devant la compréhension tranquille dans le regard de Jacques. Le moment fut interrompu par l'aboiement lointain d'un chien. Ils se tendirent tous les deux, mais Jacques secoua la tête. Juste le vieux Blue chez les Henderson. Il aboya à la lune. Catherine se détendit légèrement mais ne s'éloigna pas. Comment fais-tu, Jacques? Faire confiance si facilement, même après tout ça? Qui a dit que c'était facile? Il ferma doucement l'album photo. La confiance, c'est comme l'agriculture. Tu sèmes les graines, tu t'en occupes avec soin, et tu espères que quelque chose de bon va pousser. Parfois, tu te fais brûler par le gel, parfois par la sécheresse. Mais si tu ne plantes jamais rien, il haussa les épaules, eh bien, alors tu es assuré de ne rien récolter. C'est ce que tu fais avec moi? Semer des graines. Jacques se leva, remettant l'album à sa place.
À mon avis, cette tempête a déjà fait le semis. On ne fait que s'occuper de ce qui a poussé après. Il se dirigea vers la cuisine. Chocolat chaud. La recette de Sarah. L'ingrédient secret, c'est la cannelle. Catherine le regarda partir, pensant aux graines, aux tempêtes et à la confiance. L'album photo reposait sur son étagère, témoignage d'une histoire d'amour née d'une autre rencontre fortuite sur cette même ferme. Elle se demanda, pas pour la première fois, si Sarah n'avait vraiment pas eu raison de dire que le destin était plus fort que les alternateurs défectueux. L'astuce, dit Catherine, étalant ses faux papiers d'identité sur la table de la cuisine, c'est d'intégrer des couches de vérité dans le mensonge. Le soleil du matin entrait à flot par la fenêtre, illuminant permis de conduire, carte bancaire et reçus soigneusement fabriqués. Toute bonne couverture est faite à 90% de fait. Ce sont juste les 10% cruciaux qui changent. Jacques se pencha par-dessus son épaule, l'odeur de son café se mêlant à l'air matinal. Comme quoi? Comme ça. Elle brandit son nouveau permis de conduire. Kate Wilson. J'ai gardé ma première initiale et la sonorité générale de mon nom. Plus facile de réagir naturellement. La date de naissance est la mienne, juste décalée de 3 jours. Les petits changements sont plus crédibles que les grands. Logique. Jack hocha la tête. Comme quand on dit aux gens que tu es la cousine de Sarah qui vient de Chicago. Assez proche de la vérité pour que personne ne se demande pourquoi tu restes ici. Catherine sourit. Exactement. En espionnage industriel. Ce qui n'est pas le cas ici, l'interrompit Jacques avec un regard appuyé. Ce qui n'est pas le cas ici, se corrigea-t-elle. Le meilleur déguisement est celui qui en est à peine un. En parlant de ça, elle sortit une petite trousse de maquillage. Il est temps de retoucher mes racines. Une ouvrière agricole ne peut pas avoir des mèches parfaites. Jacques la regarda assombrir efficacement son travail de salon coûteux pour obtenir un brin plus naturel. La transformation continuait de l'étonner. Comment la PDG polissée avait lentement disparu sous les callosités et les lignes de bronzage, remplacée par une femme qui semblait parfaitement à l'aise en bottes de travail et en jean délavé. « À ton tour », dit-elle en se lavant la teinture des mains. « Parle-moi de la rotation des cultures. Si je dois jouer les fermières, je dois connaître mon sujet. » Jacques attrapa un morceau de papier, esquissant ses champs. Version simple. Tu plantes différentes cultures dans un champ chaque année. Le maïs épuise le sol d'une certaine manière, le soja d'une autre, mais le soja restitue ce que le maïs a pris. C'est une question d'équilibre. Comme diversifier un portefeuille, songea Catherine. Répartir les risques, maximiser les rendements sur la durée plutôt que d'un coup. Je suppose. Jamais pensé à ça comme ça. Il ajouta plus de détails à son dessin. Bien sûr, il y a plus que ça, composition du sol, prix du marché, conditions météorologiques. Une portière de voiture claqua à l'extérieur. Ils se figèrent. Catherine rangea rapidement les fausses cartes d'identité dans un tiroir tandis que Jacques se dirigeait vers la fenêtre. Pick-up bleu, rapporta-t-il. Tom Henderson. Catherine se détendit légèrement, mais attrapa un bandana pour couvrir ses cheveux à moitié teints. Ils avaient à peine fini de cacher les preuves quand le coup de Tom résonna dans la maison. « Jacques, tu es là ? J'arrive. » Jacques lança un regard d'avertissement à Catherine. « N'oublie pas, tu prends une pause de Chicago. J'essaie de m'initier à l'agriculture parce que la vie en entreprise m'a épuisé, termina-t-elle. Je connais mon histoire, Jacques. » Tom Henderson était exactement ce que Catherine attendait d'un fermier du Nebraska. Buriné, pratique et direct. Sa poignée de main fut ferme lorsque Jacques la présenta comme Kate, la cousine de Sarah. « Alors, vous étiez en ville. Marie a dit que vous sembliez bien connaître le menu du restaurant. » Elle sourit, se souvenant de sa conversation prudente avec Mary Henderson autour d'une tarte. « La tarte aux pommes m'a rappelé celle de ma mère, bien que je lui ai avoué qu'elle n'était pas tout à fait aussi bonne. » Diplomatie oblige. Tom ritt, Mellen. Marie adore quiconque apprécie sa tarte, mais elle les aime encore plus s'ils préfèrent toujours la cuisine de leur maman. Son expression devint sérieuse. En fait, je suis passée pour te prévenir, Jacques. Ces types fédéraux qui posaient des questions, ils logent au motel.
J'ai entendu dire qu'il comptait rester au moins une semaine. Le visage de Jacques ne révéla rien. Merci pour l'info. Il pense toujours que cette PDG disparue pourrait être dans le coin? On dirait. Bien que je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui pèse des milliards se cacherait à Milleres Creek. Tom secoua la tête. Quoi qu'il en soit, Marie voulait vous inviter tous les deux à dîner demain. Rien de sophistiqué, juste un rôti et de la compagnie. Catherine sentit Jacques se tendre à côté d'elle. Une invitation à dîner signifiait une interaction sociale prolongée, plus de chances de faire une gaffe. Mais refuser attirerait plus l'attention qu'accepter. Nous serions ravis, dit-elle avant que Jacques ne puisse répondre. Je peux apporter le dessert, mais pas de tarte aux pommes. Je ne voudrais pas rivaliser avec celle de Marie. Après le départ de Tom, Jacques se tourna vers elle. Tu es sûre de ça? Plus nous agissons normalement, moins nous paraissons suspects. Catherine retourna à l'évier pour finir de se rincer les cheveux. D'ailleurs, la meilleure façon de vendre une couverture, c'est de la vivre. Chaque lien social rend Kate Wilson plus réelle. Et chaque lien rendra les choses plus difficiles quand tu partiras, dit Jacques doucement. Les mains de Catherine s'immobilisèrent sous l'eau. Elle ne s'était pas permis de penser au départ, à ce qui se passerait quand tout cela serait terminé. Les fausses identités et les histoires soigneusement élaborées lui parurent soudain fragiles face au poids de ce qui grandissait entre eux. Je pense, dit-elle prudemment, que certains liens valent le risque. Sarah te l'a appris, n'est-ce pas? Jack resta silencieux un long moment. Finalement, il reprit son schéma de chant. Alors, à propos de la rotation des cultures, le blé est en fait intéressant parce que... Mais tandis qu'il expliquait les subtilités de l'agriculture, sa main trouva la sienne sur la table, et aucun d'eux ne mentionna combien de temps il la tint. La soirée qui suivit le dîner chez les Henderson s'étira, chaude et dorée, le genre de parfaite nuit de fin d'été qui donnait l'impression que tout était possible. Jacques était assis sur son porche, travaillant sur un bâton de marche qu'il sculptait, un passe-temps que Sarah avait encouragé, disant que ses mains avaient besoin d'un travail délicat pour équilibrer l'agriculture. Catherine le trouva là, 2 verres de limonade à la main. Elle était silencieuse depuis leur retour de chez les Henderson, perdue dans des pensées qu'elle n'avait pas partagées. « Tu es douée pour ça, dit-elle, regardant son couteau créer des motifs délicats dans le bois. Je n'aurais jamais deviné. » Jacques accepta la limonade, mais ne leva pas les yeux de son travail. Sarah disait, « Tout le monde a besoin de quelque chose qui soit juste pour le plaisir. Sans but pratique, sans marge bénéficiaire, juste pour la beauté du geste. » On dirait qu'elle était une femme sage. Elle l'était. Son couteau glissa légèrement, abîmant le motif. Il mit de côté le bâton et le couteau. « Tu t'es bien débrouillé ce soir. Tu as même berné Marie, et d'habitude. Elle a le nez fin pour les secrets. » Catherine s'installa dans le vieux rocking-chair de Sarah, ses accoudoirs incurvés polis par des années d'utilisation. « J'ai l'habitude de jouer des rôles, d'être celle que les gens attendent que je sois. » Elle marqua une pause. Bien que ce soir, c'était différent. Pour la première fois, je ne suis plus sûre de savoir quelle version de moi est la vraie. Comment ça? Au dîner, quand j'aidais Marie dans la cuisine, en lui parlant de mon faux travail à Chicago, j'ai réalisé que je ne jouais pas entièrement la comédie. L'épuisement de la vie d'entreprise, le désir de quelque chose de plus simple, c'était réel. Elle regarda les champs qui s'assombrissaient. J'ai passé toute ma vie à devenir Catherine Wells, PDG. Je n'ai jamais pensé à qui Catherine pourrait être sans tout ça. Jacques resta silencieux un long moment, étudiant son profil dans la lumière déclinante. Peut-être que c'est de ça que tu fuis vraiment. Pas seulement Blackwood, but tout ce que tu as construit et qui a cessé de te ressembler. Dit l'homme qui parle à ses récoltes. Chacun ses névroses, le taquinait elle, mais il y avait de la vulnérabilité dans sa voix. Les plantes sont de bonnes auditrices. Elles ne jugent pas. Ne veulent rien de toi, sauf de l'eau et des soins. Il reprit le bâton de marche, passant son pouce sur le motif imparfait. Après la mort de Sarah, j'ai dû apprendre qui j'étais sans elle. La chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Certains jours, je marchais dans les champs pendant des heures, parlant au maïs comme un fou. Qu'est-ce que tu lui racontais? Tout. Combien elle me manquait. Combien j'étais en colère qu'elle m'ait quitté. Combien j'avais peur d'affronter la vie seule.
Ses mains travaillaient le bois pendant qu'il parlait, lissant l'erreur. Finalement, j'ai réalisé que je ne parlais pas vraiment au maïs. Je me parlais à moi-même, apprenant à réentendre ma propre voix. Catherine tendit la main et toucha le bâton de marche, ses doigts effleurant les siens. « Et qu'as-tu appris ? Que le deuil te change, mais ne t'efface pas. Que parfois, il faut laisser mourir des parties de soi pour que de nouvelles puissent grandir. » Il croisa son regard. « Que l'amour, c'est comme l'agriculture. Tu ne peux pas contrôler quand ni où il prend racine. » L'air entre eux devint épais de mots non dits. La main de Catherine resta sur le bâton de marche, connecté à la sienne par le bois sculpté. « Jacques, commença-t-elle, mais il secoua la tête. « Non, pas encore. Tu as assez de complications sans ajouter celle-ci. Et si je voulais cette complication ?» Il mit le bâton de marche de côté et se leva, se dirigeant vers la balustrade du porche. Catherine Wells court toujours pour sauver sa peau. Kate Wilson est encore en train de trouver ses marques. Et moi ? Il prit une profonde inspiration. J'apprends encore à croire que Sarah avait raison. Que l'amour n'est pas une ressource limitée, qu'avoir de la place dans son cœur pour quelqu'un de nouveau ne trahit pas ce qui a précédé. Catherine le rejoignit à la balustrade, leurs épaules se touchant à peine. « Tu sais ce que je pense ? Je pense que Sarah dirait qu'on est tous les deux trop prudents avec nos cœurs. Que parfois, il faut risquer le gel pour faire pousser quelque chose qui en vaille la peine. » Jack Clauser. Tu utilises mes propres métaphores agricoles contre moi. J'apprends des meilleures. Elle se tourna pour lui faire face. Je ne sais pas qui je serai quand tout ça sera fini. Catherine Wells ou Kate Wilson ou quelqu'un d'entièrement nouveau. Mais je sais qu'en étant ici, maintenant, je me sens plus réelle que je ne l'ai été depuis des années. Les lucioles sortaient, leur douce lumière scintillant à travers les champs comme des étoiles terrestres. La main de Jacques trouva la sienne sur la balustrade, chaude et calleuse. « Eh bien, dit-il doucement, c'est un début. » La lettre arriva un mardi, mélangée au courrier habituel de Jacques, catalogue de semences, facture de service public et une carte de sa sœur de l'Ohio. Il failit la manquer. Une enveloppe banale sans adresse d'expéditeur, mais quelque chose dans son poids le fit s'arrêter. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier coûteux. Du genre que Catherine avait mentionné un jour comme étant utilisé pour les documents de conseil d'administration. Le message était bref, tapé dans une police serif nette. « Nous savons où elle est. C'est votre unique avertissement. Renvoyez-la, ou la prochaine tempête ne sera pas d'origine naturelle. » Les mains de Jacques ne tremblèrent pas en le lisant, mais sa bouche devint sèche. Il pouvait entendre Catherine dans la grange, sa voix portant à travers l'air matinal alors qu'elle parlait aux chevaux, une habitude qu'elle avait prise de lui. Elle semblait heureuse, à l'aise, chez elle. Il sortit son téléphone et appela Tom Henderson. « Tom, des véhicules étranges sur la route départementale 8 ce matin ? » « En fait, oui. Un SUV noir, différent de ces types fédéraux. Je ne l'ai pas reconnu. Merci. Garde un œil ouvert pour moi. Toujours, Jacques. » Il mit fin à l'appel et se dirigea vers son coffre-fort à fusils, celui dont Catherine ne connaissait pas l'existence. À l'intérieur, sous ses fusils de chasse, se trouvait une enveloppe en papier kraft que Sarah lui avait fait préparer des années auparavant, après que les voleurs de cuivre étaient devenus violents. De l'argent liquide d'urgence, des doubles de clés, un téléphone de secours, juste au cas où, avait-elle dit, parce que parfois, les ennuis trouvent les bonnes personnes, sans qu'elle n'ait rien demandé. Les pas de Catherine sur le porche le firent fermer rapidement le coffre-fort. Elle apparut dans l'embrasure de la porte, les joues rouges du travail, ressemblant plus à une femme de fermier qu'à une PDG. « La mairesse me laisse enfin la brosser, » annonça-t-elle fièrement. Puis elle vit son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Jacques lui tendit la lettre. Elle la lut 2 fois, son expression passant de la confusion à la peur, puis à quelque chose de plus dur. « Ce ne sont plus des agents fédéraux, » dit-elle doucement. « C'est Blackwood. Il a fini de jouer selon les règles. Je m'en doutais. » Jacques se dirigea vers la fenêtre, scrutant sa propriété d'un œil nouveau. La lisière des arbres qui avait toujours signifié l'intimité offrait maintenant trop de couverture. La route lointaine était trop facile à surveiller. « Nous devons te faire sortir d'ici. » Non. La voix de Catherine était ferme.
Fuir, c'est exactement ce qu'ils veulent. C'est ce à quoi ils s'attendent. Ce n'est plus de la politique d'entreprise. Ces gens menacent de violence. Tu crois que je ne le sais pas? Elle s'approcha, serrant la lettre. Ils ont tué mon chef de la sécurité, Jacques. Ils ont fait passer ça pour une crise cardiaque. Mais j'ai vu les preuves. Tout est sur cette clé USB, avec tout le reste. C'est pour ça qu'ils sont vraiment là. Pas pour me faire taire, pour récupérer la preuve de ce qu'ils ont fait. Jacques se tourna pour lui faire face. Alors, donne-la leur. Baten. Vie. Et les laisser continuer à vendre des secrets militaires? Les laisser assassiner d'autres personnes? Elle secoua la tête. Je ne peux pas. Catherine, je ne fuis plus. Elle le coupa. J'ai fui parce que j'avais besoin de temps pour réfléchir, pour planifier. Et maintenant, j'ai un plan. Mais j'ai besoin de ton aide. Jacques étudia son visage, la détermination dans ses yeux, la fermeté de sa mâchoire. Elle n'avait plus l'air effrayée. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait trouvé un terrain solide sur lequel se tenir. Quel genre d'aide? Les agents fédéraux en ville. Ils sont réels, mais ils ne sont pas tous corrompus. Je les ai observés comme tu m'as appris à observer la météo. Certains sont des hommes de Blackwood, mais d'autres. Elle sortit son téléphone prépayé. J'ai un contact. Quelqu'un en qui j'ai confiance. Il peut faire parvenir les preuves aux bonnes personnes. Mais nous devons être prudents. Un faux pas, et les gens de Blackwood le sauront. Jacques ramassa à nouveau la lettre d'avertissement, sentant son poids. Tout en lui voulait empaqueter Catherine dans sa camionnette et conduire jusqu'à ce qu'il trouve un endroit sûr. Mais il reconnut le regard dans ses yeux. C'était le même que Sarah arborait chaque fois qu'elle savait qu'elle avait raison et qu'elle ne reculerait pas. D'accord, dit-il finalement. Mais on fait ça intelligemment. Pas d'héroïsme, pas de risques inutiles. Il réussit un petit sourire. J'ai eu assez d'émotion avec ce sauvetage dans l'arbre. Le sourire en réponse de Catherine était chaleureux mais déterminé. Est-ce que ça veut dire que tu vas m'aider? Ça veut dire que je te couvre. Quoi qu'il arrive. Il n'ajouta pas qu'il avait dépassé le point où il pouvait choisir autrement. Que, d'une manière ou d'une autre, entre le café du matin et les promenades du soir, entre lui apprenant les cultures et elle lui apprenant son monde, elle était devenue quelqu'un qu'il ne pouvait supporter de perdre. La lettre d'avertissement gisait entre eux sur la table de la cuisine, sa menace claire. Mais alors qu'ils commençaient à planifier, tête penchée ensemble dans la chaude lumière du matin, Jacques réalisa que quelque chose avait changé. Il ne se cachait plus seulement. Il se préparait à riposter. L'aube les trouva dans la vieille camionnette de Jacques, cahotant sur des routes secondaires tandis que le soleil peignait le ciel de nuances de rose et d'or. Catherine tenait les clés du box de stockage de Jacques sur ses genoux. Des clés qu'il n'avait pas touchées depuis la mort de Sarah. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-elle, observant son profil dans la lumière grandissante. « Non, admit-il, mais Sarah disait toujours que la bonne chose et la chose facile coïncident rarement. » Il tourna sur un chemin de gravier qui semblait ne mener nulle part. « Et puis, je ne peux pas te laisser avoir toutes les émotions. » Le centre de stockage n'était en réalité qu'un ensemble de hangars métalliques à la périphérie de Milleres Creek, assez loin de la ville pour être discret, mais assez proche pour être pratique. Le box de Jacques était à l'arrière, partiellement caché par des buissons envahissants. Sarah était organisée, dit-il en soulevant la porte. Elle disait qu'on ne savait jamais quand on aurait besoin d'un plan B. Elle appelait ça sa trappe de secours, point. À l'intérieur, tout était exactement comme Sarah l'avait laissé. Matériel de camping, fourniture d'urgence, et dans le coin arrière, une berline blanche poussiéreuse avec des plaques de l'Ohio. C'était celle de son frère, expliqua Jacques en passant la main sur le capot de la voiture. Après sa mort, elle l'a gardée immatriculée, assurée, prête. Elle disait « Parfois, il faut pouvoir disparaître sans laisser de traces. » Catherine fit lentement le tour de la voiture. C'était une femme remarquable. Elle t'aurait aimé. Elle aurait probablement résolu toute cette situation il y a des semaines. Il ouvrit la portière du conducteur, vérifiant sous le siège. L'immatriculation est à jour. J'ai payé les frais chaque année. Je n'ai pas pu me résoudre à arrêter.
Ils passèrent l'heure suivante à vérifier les systèmes de la voiture, à remplacer la batterie, à tester les freins. Catherine regardait Jacques travailler, notant comment ses mains bougeaient avec la même douce assurance qu'elle montrait avec ses récoltes. « Jacques, dit-elle finalement, j'ai besoin de te dire quelque chose. » Il se redressa après avoir vérifié la pression des pneus. « Ça a l'air sérieux. Mon contact, celui en qui j'ai confiance, il a tout arrangé. Quand ce sera fini, si ça marche. » Elle prit une profonde inspiration. Un poste m'attend. Diriger une nouvelle division d'éthique technologique pour le ministère de la Justice à Washington. Washington. Le mot flotta entre eux, lourd de tout ce qu'il signifiait. Jacques s'essuya les mains sur un chiffon, gagnant du temps avant de parler. Ça semble être un bon poste. Utiliser ce que tu sais pour prévenir ce qui t'est arrivé. Ça signifierait partir. Quitter la ferme. Quitter. Elle ne put finir. Jacques vint se placer devant elle, assez près pour qu'elle puisse sentir l'odeur d'huile de moteur et du café qu'ils avaient partagé à l'aube. « Catherine, quand ça a commencé, tu fuyais quelque chose. Maintenant, tu cours vers quelque chose. Il y a une différence. » Une différence ? Un monde de différence. Il lui toucha doucement la joue, ses doigts calleux rêches contre sa peau. L'un, c'est la peur, l'autre, c'est un but. Une voiture passant sur l'autoroute lointaine les fit tous deux se tendre. Mais ce n'était qu'un fermier local dans son pick-up. Pourtant, le moment avait recentré leur attention sur le danger présent. « Nous devons revoir le plan », dit Catherine, sortant un carnet où ils avaient esquissé leur stratégie. « Si les gens de Blackwood surveillent la ferme, ils verront exactement ce à quoi ils s'attendent », termina Jacques. Un fermier vacant à sa routine normale, et Kate Wilson visible à tous les endroits habituels, aidant aux corvées. Pendant que Catherine Wells. Elle tapota le coffre de la berline où ses vêtements d'entreprise et sa carte d'identité étaient cachés avec la cruciale clé USB, fait une apparition juste assez visible pour attirer l'attention, mais pas assez claire pour être certaine. Jacques vérifia sa montre. Tom Henderson attend mon signal. Ces gars prépareront la récolte sur les champs sud. Beaucoup de poussière. Beaucoup de véhicules en mouvement. Et Marie a appelé des amis de l'église. L'auxiliaire féminine se réunit au restaurant, juste là où ses agents fédéraux prennent leur café. Beaucoup de commérages sur le brillant avenir de Kate Wilson dans l'agriculture. Catherine sourit malgré sa nervosité. « Tu as pensé à tout. » »« Pas à tout. » Il sortit de sa poche un petit cœur en bois sculpté suspendu à un cordon de cuir. « J'ai fait ça hier soir. Un porte-bonheur. Sarah l'aurait appelé comme ça. » Il le lui tendit. Quelque chose de solide à quoi se raccrocher quand les choses se compliquent. Catherine le prit, sentant le bois lisse et chaud contre sa paume. La sculpture était complexe, des volutes délicates entourant un simple cœur. « Jacques, non, ferme tes doigts dessus, dit-il. Reviens juste quand ce sera fini. Quoi que tu décides alors, ce sera pour plus tard. Mais reviens. » Elle hocha la tête, passant le cordon autour de son cou et glissant le cœur sous sa chemise. Son poids se posa contre sa poitrine comme une promesse. « Il est temps de bouger, » dit Jacques, vérifiant à nouveau sa montre. « Tu te souviens où rencontrer mon contact ? Cimetière de Miller's Creek, midi, près de la tombe de Sarah. » Elle toucha le cœur caché. Ça semblait approprié, d'une certaine manière. Elle apprécierait le côté dramatique. Il réussit un petit sourire. « Preet. » Catherine regarda la berline qui la ramènerait au danger, puis l'homme qui était devenu bien plus qu'un sanctuaire. « Preet. » Le soleil du matin avait à peine franchi l'horizon lorsque leur plan entra en action. Catherine, habillée en Kate Wilson avec des bottes de travail et une chemise en flanelle, s'assura d'être visible en effectuant ses corvées habituelles à la grange. Pendant ce temps, Jacques installa l'arme secrète qu'ils avaient préparée. Un petit système de caméra emprunté à l'installation de sécurité de Tom Henderson, soigneusement caché autour de la propriété. Test, test. La voix de Jacques grésilla dans son oreillette, un autre équipement gracieuseté du fils paranoïaque et féru de technologie de Tom. Tu me recois, la citadine? 5 sur 5, l'agriculteur. Elle sourit malgré la tension, menant les chevaux au pâturage où elle pouvait être facilement vue de la route.
Un signe de nos amis? SUV noir vient de tourner sur la route départementale. Ils prennent leur temps, essayant d'avoir l'air décontracté. Il y eut une pause. Tu es sûr pour la suite? Fais-moi confiance, Catherine ajusta son chapeau, s'assurant que son visage était clairement visible. Les requins de la finance sont comme les chats de gouttière. Ils deviennent nerveux quand leur proie se montre trop sûre d'elle. Pile à l'heure, le SUV ralentit en passant devant la ferme. Catherine se redressa et fit un signe de la main joyeux, s'assurant qu'ils aient un bon aperçu de Kate Wilson vacant à sa routine matinale. Dans son oreillette, elle entendit la vive inspiration de Jacques. Coup audacieux. Regarde ce qui va se passer. Le SUV accéléra soudainement, soulevant du gravier en s'éloignant. Ils appelleront Blackwood à l'instant, dit Catherine en ramenant les chevaux à la grange, lui disant qu'ils ont confirmé ma position. Ce qui signifie qu'il passera bientôt à l'action. La voix de Jacques était sombre. Tu ferais mieux de te changer. Ton autre rendez-vous n'attendra pas. Catherine se glissa dans la grange où la berline de Sarah était cachée. Recouverte de foin. À l'intérieur d'un sac de sport se trouvait tout ce dont elle avait besoin pour redevenir Catherine Wells. Tailleur de créateur, talons, la coiffure soignée qu'elle avait entretenue même en jouant les fermières. En se changeant, elle toucha le cœur en bois sous ses vêtements, la seule pièce de Kate Wilson qu'elle ne pouvait supporter d'enlever. Dans l'oreillette, elle entendait Jacques bouger dans la maison, faisant du bruit, jouant son rôle. Caméra 3 a capté un mouvement à la lisière des arbres, rapporta-t-il. Il positionne des gens autour de la propriété. Bien. Catherine vérifia son reflet dans le rétroviseur de la voiture, ajustant sa veste de tailleur. La femme qui la regardait était à la fois familière et étrange, comme voir une vieille photo de soi et à peine la reconnaître. Ça veut dire qu'ils ont mordu à l'hameçon. Combien de temps avant que l'équipe de Tom ne commence sa diversion? 10 minutes. Le groupe de Marie est déjà au restaurant, occupant les agents fédéraux légitimes avec du café et de la tarte. Il marqua une pause. Catherine? Oui? Sois prudent. Ces gens, ils ne sont pas comme tes requins de la finance. Ils jouent à un jeu différent. Elle toucha à nouveau le cœur en bois, y puisant de la force. Nous aussi. Exactement à l'heure, le bruit de lourds équipements agricoles emplit l'air. L'équipe de récolte de Tom Henderson se mettait en position, leurs machines soulevant d'énormes nuages de poussière qui rendraient la surveillance difficile. Catherine se glissa par la porte arrière de la grange, restant dans l'ombre. La voix de Jacques dans son oreille la guida autour des guetteurs qu'ils avaient repérés, utilisant les nuages de poussière et les ombres matinales pour se couvrir. Contact en approche par le sud, avertit Jacques. Attends, maintenant. Catherine traversa un espace ouvert juste au moment où un autre nuage de poussière déferlait. Le temps qu'il se dissipe, elle était derrière le volant de la berline de Sarah, cachée à la vue de tous parmi les autres véhicules se déplaçant autour des préparatifs de la récolte. Je suis passé, rapporta-t-elle, tournant sur la route secondaire qu'ils avaient repérée. Comment va notre liste d'invités? 4 hommes dans les arbres, 2 dans le SUV surveillant la maison. Ils s'installent pour attendre. La voix de Jacques contenait une pointe de satisfaction. Ne seront-ils pas surpris quand ils découvriront ce qui se passe réellement au cimetière? Catherine vérifia son rétroviseur, s'assurant qu'elle n'était pas suivie. Le cœur en bois rebondissait doucement contre sa poitrine à chaque secousse de la route, un rappel de tout ce qui était en jeu. Jacques, sa voix s'adoucit. Merci pour tout. Reviens juste, dit-il simplement. Elle continua sa route à travers la matinée remplie de poussière, regardant Miller's Creek rapetisser dans son rétroviseur. Dans son oreille, Jacques se mit à fredonner doucement une vieille chanson country sur les tempêtes, les abris et le chemin du retour. Le cimetière attendait, et avec lui la phase suivante de leur plan. Mais pour l'instant, Catherine se laissa concentrer sur le son du fredonnement de Jacques, le poids du cœur en bois et la nouvelle force étrange qu'elle avait trouvée en devenant quelqu'un d'autre entièrement. Le cimetière de Miller's Creek reposait sur une douce colline surplombant la ville, ses grilles en fer ouvertes au soleil de fin de matinée. Catherine gara la berline de Sarah sous un vieux chêne, notant les 2 autres véhicules déjà présents, la camionnette d'un jardinier et une modeste berline bleue qu'elle reconnut d'après les descriptions de Jacques. « Je suis là », dit-elle doucement dans son oreillette.
La voiture de l'agent Carson est en position. 2 SUV noirs viennent de quitter la ferme, répondit Jack. Ils ont mordu à l'hameçon. 3 minutes derrière toi, peut-être 4. Catherine sortit de la voiture, laissant ses talons s'enfoncer légèrement dans l'herbe tendre. Le tailleur de créateur lui semblait maintenant une armure, un costume qu'elle portait pour une dernière représentation. Dans sa main, elle tenait un petit enregistreur vocal, leur police d'assurance. Elle se dirigea vers la tombe de Sarah, exactement comme prévu. Le jardinier, qu'elle savait être en réalité l'un des membres de l'équipe de l'agent Carson, continuait de travailler à proximité, apparemment inconscient de sa présence. Mouvement dans les arbres à ta gauche, l'avertit Jack dans son oreille. Ils sont plus tôt que prévu. Catherine ne se tourna pas pour regarder. Au lieu de cela, elle s'agenouilla près de la pierre tombale de Sarah, y plaçant un tournesol frais qu'elle avait coupé dans le jardin de Jack ce matin-là. Le cœur en bois sous son tailleur lui parut chaud contre sa peau. Eh bien, eh bien. La voix derrière elle était exactement telle qu'elle s'en souvenait, douce, cultivée et totalement froide. Le retour de la PDG prodigue. Catherine se leva lentement, époussetant l'herbe de ses genoux avant de se tourner pour faire face à Thomas Blackwood. Il était exactement le même que dans la salle de conférence, costume cher, cheveux argentés soigneusement coiffés, yeux froids. 2 hommes le flanquaient, leurs vestes volumineuses ne parvenant pas à cacher leurs armes. « Bonjour, Thomas. » Elle garda sa voix assurée. « Belle journée pour une réunion au cimetière, n'est-ce pas ? Toujours le mot pour rire. » Il sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « Je dois admettre que vous nous avez déroutés pendant un moment. Jouer les fermières, quelle déchéance pour Catherine Wells. Vous seriez surpris de ce qu'on peut apprendre d'une honnête journée de travail. » Le sourire de Blackwood se crispa. « En parlant de travail honnête, je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. La clé OSB. Catherine Hauser ou Ensurcel. Celle avec la preuve que vous vendez des secrets militaires ? Que vous avez fait tuer Marcus quand il a découvert votre opération. Preuve présumée, corrigea doucement Blackwood. Que personne ne verra jamais parce que vous allez me la remettre maintenant. Ou quoi ? Vous organiserez un autre accident ? Oh, rien de si dramatique, fit-il un geste vague vers la ferme. Mais ce serait dommage qu'il arrive quelque chose à votre ami fermier. Ces vieux bâtiments peuvent être si inflammables. Catherine sentit son cœur sauter un battement, mais la voix de Jack resta ferme dans son oreille. Calme-toi. Les gens de Carson sont en position. Tu sais quel est ton problème, Thomas. Elle fit un pas en avant, notant comment ses gardes se tendirent. Tu as passé tellement de temps dans les salles de conférence que tu as oublié comment fonctionne le monde réel. Ici, les gens veillent les uns sur les autres. Ils remarquent des choses. Comme c'est touchant. Le requin de la finance a trouvé son cœur au Kansas. Dans le Nebraska, corrigea-t-elle. Et oui, c'est vrai. J'ai aussi trouvé autre chose. Elle sourit, le tournesol de Sarah brillant contre la pierre tombale derrière elle. J'ai découvert qui je suis sans les titres et le bureau d'angle. Il s'avère que je suis quelqu'un de très doué pour la planification. Planifier quoi ? Le sourire de Blackwood vacilla légèrement. Ceci. Catherine brandit l'enregistreur vocal. Merci pour la confession. Au fait, la partie sur l'organisation d'accidents était particulièrement claire. Le mouvement explosa de multiples directions. Le jardinier laissa tomber son râteau, sortant un signe et une arme. D'autres agents émergèrent de derrière les monuments qui les entouraient. Et dans l'oreillette de Catherine, le rire de Jack était chaleureux de fierté. Agents Federaux. La voix de l'agent Carson retentit. Thomas Blackwood, vous êtes en état d'arrestation. Le visage de Blackwood se tordit de rage. Un de ses hommes porta la main à son arme, mais se figea alors que de multiples points rouges apparaissaient sur sa poitrine. « Je ne ferai pas ça », dit calmement Carson. « Contrairement à vous, nous sommes réellement autorisés à utiliser ces armes. Vous croyez vraiment que ça va tenir ?» siffla Blackwood alors qu'on le menottait. « J'ai des amis, très haut placés. Plus maintenant. » Catherine brandit son téléphone montrant une alerte d'actualité. « Vérifiez les marchés, Thomas.
Le conseil d'administration de Wells Technologies vient de voter à l'unanimité pour coopérer à une enquête fédérale sur l'espionnage industriel. Il semble qu'il n'est pas apprécié d'être utilisé comme façade pour vendre des secrets militaires. Le FBI monte ce dossier depuis des mois, ajouta Carson en prenant l'enregistreur vocal de Catherine. Les preuves de Madame Wells étaient la dernière pièce dont nous avions besoin. Avec votre confession à l'instant. Tandis que Blackwood était emmené, le visage un masque de rage impuissante, Catherine toucha le cœur en bois sous son tailleur. « Jacques, tu entends tout ça ?» Chaque mot. Sa voix était riche d'émotion. Sarah aurait adoré ça. Utiliser sa tombe pour une opération d'infiltration. C'est exactement son genre de coup de théâtre. Catherine regarda l'agent fédéral sécuriser la scène, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. « Je crois que je peux avoir un lift pour retourner à la ferme ? J'ai des corvées à finir. J'arrive. » Elle pouvait l'entendre sourire. Et Catherine, bienvenue à la maison. Le titre du journal disait tout. La PDG de Wells Technologies démasque un réseau d'espionnage international. Catherine plia soigneusement le journal, l'ajoutant à la pile croissante sur la table de cuisine de Jacques. Depuis une semaine, leur histoire était partout. La PDG disparue, le dirigeant corrompu, l'opération d'infiltration dans une petite ville qui avait fait tomber une entreprise criminelle. Ils se sont trompés sur la plupart des choses, dit-elle en écartant les journaux. Ils ont fait passer ça pour un thriller. Ils ont raté les meilleurs moments, si vous voulez mon avis. Jacques posa une tasse de café devant elle dans la tasse au tournesol de Sarah, qui était en quelque sorte devenue la sienne au cours des derniers mois. Rien sur l'apprentissage de la traite des vaches ou la réparation des clôtures, ou sur un fermier qui était prêt à tout risquer pour aider une étrangère qu'il avait trouvée dans un arbre. Elle enroula ses mains autour de la tasse chaude, respirant l'odeur familière. Le ministère de la Justice a rappelé ce matin. Jacques s'installa dans sa chaise, son propre café intact. Ils veulent toujours que tu diriges cette division d'éthique ? Encore plus maintenant. L'enquête Blackwood a révélé des faiblesses dans la manière dont nous gérons la surveillance des entreprises pour les contrats militaires. Ils veulent quelqu'un qui comprenne les deux côtés, le monde des affaires et les implications éthiques. Elle marqua une pause. Le poste commence dans 3 semaines. L'horloge de la cuisine tic-taquait bruyamment dans le silence qui suivit. Par la fenêtre, il pouvait voir la ferme se réveiller, les chevaux dans le pâturage, les poules grattant dans la cour, la première lumière dorée touchant le sommet du maïs. « Tu devrais l'accepter, » dit finalement Jacques. « C'est un travail important, le genre qui pourrait empêcher un autre Blackwood. »« Je sais. » Catherine se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Le cœur en bois pendait toujours à son cou, maintenant associé à une petite clé en argent, celle de la porte d'entrée de la ferme. Mais Washington, c'est loin du Nebraska. Environ 2000 kilomètres, à la louche. Quand elle se tourna pour le regarder, il haussa les épaules. « J'ai vérifié. Jack attends. » Il sortit de sa poche un morceau de papier plié. « Je voulais te montrer ça. Mon avocat l'a rédigé la semaine dernière. » Catherine prit le document, ses yeux s'écarquillant en le lisant. « C'est une proposition commerciale pour la ferme. La ferme est dans ma famille depuis 3 générations, mais il est peut-être temps pour de nouvelles idées. » Il tapota le papier. « Tu m'as appris la structure d'entreprise pendant que tu étais ici. Ça m'a fait réfléchir à des moyens de moderniser, d'étendre, peut-être d'ajouter des programmes éducatifs, l'intégration technologique, un centre d'innovation en agriculture moderne, » souffla Catherine en parcourant les détails. « Enseigner les pratiques durables, tester de nouvelles technologies agricoles. Jacques, c'est brillant. La propriété est assez grande. Et avec le bon partenaire, quelqu'un qui comprend les deux mondes. » Il croisa son regard. Quelqu'un qui pourrait être intéressé par un trajet bi-hebdomadaire. Catherine s'assit lourdement, la proposition tremblant dans ses mains. « Tu fais ça, ça change tout. Les fermes changent de toute façon. Le climat est différent de l'époque où mon père travaillait cette terre. La technologie est différente. Le monde est différent. » Il tendit la main sur la table et prit la sienne. « D'ailleurs, tu as déjà tout changé en te laissant entrer dans ma vie. Ça, c'est juste de la paperasse. Mais l'héritage de ta famille,
c'est de nourrir les gens et de leur apprendre à se nourrir. Sarah comprenait ça. C'est elle qui a suggéré la première d'ouvrir la ferme à des programmes éducatifs. Il serra sa main. Qu'en dis-tu ? Tu veux ajouter « innovatrice agricole » à ton CV. Catherine baissa à nouveau les yeux sur la proposition, y voyant non pas seulement un plan d'affaires, mais un avenir qui parvenait d'une manière ou d'une autre à englober tout ce qu'elle était et voulait être. Kate Wilson et Catherine Wells, fermière et PDG, fusionnées en quelqu'un de nouveau et d'entier. Nous aurions besoin d'investisseurs, dit-elle lentement, de mise à niveau d'équipement, de construction d'installations, c'est un oui. Elle se leva, le tirant avec elle, et l'embrassa. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. C'est un oui, murmura-t-elle. Mais j'ai une condition. Dis-la. Nous gardons les chevaux, même s'ils ne sont pas techniquement nécessaires pour une exploitation agricole moderne. Jacques rit, la serrant contre lui. Chérie, ces chevaux n'ont jamais été nécessaires. Mais parfois, les meilleures choses de la vie ne sont pas une question de nécessité. Dehors, une autre parfaite matinée du Nebraska se déroulait. Catherine toucha le cœur en bois à son cou, pensant aux tempêtes, aux arbres et aux étranges chemins qui nous ramènent à la maison. 3 semaines avant que je commence à Washington, dit-elle. Tu penses pouvoir m'apprendre tout ce que je dois savoir sur la gestion d'une ferme d'ici là ? Il m'a fallu 40 ans pour l'apprendre moi-même. Il lui embrassa le front. Mais nous avons du temps, et tu apprends vite. La première réunion du conseil d'administration du Centre d'innovation agricole Miller eut lieu dans la grange de Jacques. Catherine se tenait devant un groupe d'investisseurs potentiels, un mélange de capital-risqueurs en costume et de fermiers locaux burinés, tandis que Jacques s'appuyait contre un poteau, cachant son sourire alors qu'elle mélangeait avec aisance les langages des deux mondes. L'agriculture durable ne consiste pas seulement à protéger l'environnement, expliqua-t-elle en désignant l'affichage holographique qu'elle avait installé entre des bottes de foin. Il s'agit de protéger notre future sécurité alimentaire tout en préservant les savoirs agricoles traditionnels. Ce que nous proposons, c'est un pont entre la sagesse ancienne et les nouvelles technologies. Elle passa à la diapositive suivante, montrant les conceptions proposées des installations. Les bâtiments modernes étaient soigneusement positionnés pour compléter, et non éclipser, les structures agricoles historiques. Au fond de la salle, Mary Henderson hocha la tête avec approbation. Chaque année, nous perdons davantage de fermes familiales au profit de la consolidation des entreprises, continua Catherine. Non pas parce que les petites fermes ne sont pas viables, mais parce qu'elles n'ont pas accès à la technologie et aux ressources qui pourraient les aider à s'adapter. Nous visons à changer cela. L'un des capital-risqueurs leva la main. Et vous êtes sûr de pouvoir gérer ça, tout en maintenant votre poste à Washington. Catherine toucha le cœur en bois à son cou, un geste désormais familier pour tous ceux qui la connaissaient. La technologie moderne rend le travail à distance possible. De plus, elle sourit à Jacques, j'ai un partenaire plutôt compétent qui s'occupe des opérations quotidiennes. Partenaire à plus d'un titre, d'après ce que j'entends, chuchota Marie à son voisin, provoquant des vagues de rires entendus parmi les fermiers locaux. La réunion se poursuivit, les questions fusant des deux côtés. Jacques regardait Catherine les gérer toutes, s'émerveillant de la façon naturelle dont elle passait de la discussion des algorithmes de rotation des cultures à l'importance du maintien des pratiques agricoles traditionnelles. Elle avait passé le mois dernier à apprendre tout ce qu'elle pouvait sur l'agriculture, appliquant la même intelligence féroce qui avait fait d'elle une PDG prospère à la compréhension des complexités de l'agriculture moderne. Après le départ des investisseurs, Catherine s'effondra sur une botte de foin, enlevant ses talons. « Tu crois qu'on les a convaincus ? Chérie, tu les as eus dès que tu as prononcé « agriculture durable rencontre intelligence artificielle ». Jacques s'assit à côté d'elle. Bien que le commentaire de Marie sur les partenaires ait pu sceller l'affaire avec les locaux. Les petites villes. Catherine rit, s'appuyant contre lui. Pas de secret possible. En parlant de ça, Jacques sortit une enveloppe de sa poche. J'ai reçu les derniers papiers de l'avocat aujourd'hui. La ferme est officiellement enregistrée sous nos deux noms. Catherine prit l'enveloppe, passant ses doigts sur le papier à en-tête gaufrée. À l'intérieur se trouvait un acte représentant bien plus que la propriété foncière. C'était un symbole tangible de la fusion de leur monde. « Tu as des doutes ?» demanda-t-elle doucement. « Sur quoi que ce soit de tout ça ?»
Jacques regarda autour de la grange où il avait joué enfant, où il avait demandé Sarah en mariage, où il avait bravé d'innombrables tempêtes. Le changement était visible partout. Nouveau câblage pour la technologie qu'ils avaient installée, tablettes montées à côté des outils agricoles traditionnels, le subtil système de sécurité qui protégerait leur centre d'innovation. Tu sais ce que Sarah dirait? Il prit la main de Catherine. Elle dirait: le changement, c'est comme les saisons. Le combattre est futile, mais le façonner, c'est là que réside la sagesse. Elle a l'air plus intelligente à chaque fois que tu la cites. Elle savait toujours ce dont les gens avaient besoin avant eux. Il serra sa main. Comme la façon dont j'avais besoin d'une tempête pour me remettre les idées en place. Catherine sourit, mais ses yeux étaient sérieux. Et la semaine prochaine, quand je devrais être à Washington? Alors je ferai ce que les fermiers ont toujours fait. M'occuper de ce qui doit l'être et faire confiance à la récolte. Il la serra contre lui. D'ailleurs, j'ai cette installation de visioconférence sophistiquée sur laquelle tu as insisté. Je peux te montrer chaque épi de maïs en temps réel. La technologie moderne rencontre l'agriculture traditionnelle. Quelque chose comme ça. Il se leva, lui offrant sa main. Viens. Je veux te montrer quelque chose avant le dîner. Il la conduisit à l'autre bout de la grange où se trouvait son atelier. À l'intérieur, à côté de ses outils de sculpture sur bois habituels, se trouvait un ordinateur portable élégant affichant des plans d'architecte. J'ai travaillé avec ce designer que tu as recommandé. Je pensais qu'on pourrait ajouter une salle de classe ici, une zone de démonstration là. Il désigna différentes zones de la grange. Garder le vieux cœur de l'endroit, mais faire de la place pour une nouvelle croissance. Catherine étudia les plans, puis lui. Jacques Miller, tu es plein de surprises. J'ai eu un bon professeur, du genre PDG. Elle m'a appris que parfois, les plus grands risques rapportent les meilleures récompenses. Dehors, le soleil se couchait sur leur premier jour officiel en tant que partenaire à part entière. La ferme avait l'air la même que toujours, mais le changement arrivait. Pas comme une tempête cette fois, mais comme une récolte soigneusement entretenue de vieux rêves et de nouvelles possibilités. Un an jour pour jour après que Catherine soit tombée dans la vie de Jacques, une autre tempête se préparait. Elle se tenait à la fenêtre de la ferme, regardant le ciel s'assombrir de cette manière particulière que Jacques lui avait appris à lire. Sa tablette montrait le dernier radar météorologique, mais elle se fiait davantage à la douleur dans ses os de fermière nouvellement acquis qu'à la technologie. Ça a l'air rudement familier, dit Jacques en arrivant derrière elle. Dans ses mains se trouvait une petite boîte en velours. Ça semble approprié vu le jour que c'est. Catherine se tourna, ses yeux accrochés à la boîte. Jacques Miller, si c'est ce que je pense. Ton timing est terrible. Nous avons une alerte de tempête sévère et 3 douzaines de génisses primés à sécuriser. Heureusement que je ne comptais pas te demander quoi que ce soit pour l'instant. Il posa la boîte sur le rebord de la fenêtre. J'ai juste pensé que tu voudrais peut-être porter la bague de ta grand-mère pendant que nous combattons une autre tempête ensemble, si ça t'intéresse. Son cœur se serra à la manière décontractée dont il lui offrait tout ce qu'elle voulait. Tu as parlé à ma mère la semaine dernière à Washington? On a bien déjeuné, discuté des innovations agricoles, obtenu sa bénédiction. Il haussa les épaules, mais ses yeux étaient sérieux. Cette bague est dans ta famille depuis 5 générations. J'ai pensé qu'il était temps qu'elle rentre à la maison. Avant que Catherine ne puisse répondre, sa tablette sonna avec une alerte urgente. La tempête s'accélérait, se déplaçant plus vite que prévu, tout comme celle qui avait tout commencé. Plus tard, promit-elle en touchant doucement la boîte. Pour l'instant, nous avons du travail. Ils se déplacèrent avec une efficacité rodée, leur année de partenariat évidente dans la façon dont ils anticipaient les actions de l'autre. Le nouveau système de sécurité de la grange s'activa automatiquement tandis que les protocoles d'urgence qu'ils avaient développés commençaient à envoyer des alertes à leur personnel et à leurs étudiants. Centre d'innovation sécurisé, rapporta Catherine, vérifiant sa tablette alors qu'il se dépêchait vers la grange à bétail. Toutes les données de recherche sauvegardées, équipement verrouillé. L'équipe de Tom s'occupe des champs. Marie a ouvert le centre communautaire comme abri. Jacques ouvrit la porte de la grange d'un coup d'épaule contre le vent qui se levait. Comme au bon vieux temps, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas comme au bon vieux temps.
La grange témoignait de tout ce qui avait changé. Des stalles modernes avec des systèmes d'alimentation automatisés côtoyaient des structures en bois traditionnelles. Des tablettes montées sur les murs affichaient les données de santé en temps réel de chaque animal, tandis que des poulies à cordes séculaires déplaçaient toujours les bottes de foin au-dessus. Ils travaillèrent ensemble pour sécuriser les animaux nerveux, la tenue de pluie de créateur de Catherine contrastant vivement avec le manteau en toile usé de Jacques. Quand elle était arrivée, elle ne connaissait rien à l'agriculture. Maintenant, ses mains bougeaient avec une familiarité assurée, calmant les chevaux et vérifiant les verrous renforcés des stalles qu'ils avaient installés. « J'ai autre chose pour toi », dit Jacques alors qu'il finissait. De la poche de son manteau, il sortit une bague en bois sculpté, jumelle du cœur qu'elle portait toujours. « J'y ai travaillé entre les réunions. J'ai pensé que tu voudrais peut-être une solution de rechange au cas où tu aurais besoin de basculer entre Catherine Wells et Kate Wilson. » Le tonnerre craqua au-dessus de leur tête, et Catherine sentit des larmes se mêler à la pluie sur son visage. « Je n'ai pas besoin de 2 bagues, dit-elle doucement. Je ne suis plus 2 personnes. » La tempête frappa de plein fouet alors, le vent hurlant par chaque interstice de la vieille grange. Mais cette fois, ils étaient prêts. Les murs renforcés tinrent bon. Les nouvelles poutres de soutien encaissèrent la tension, et leur station météo améliorée leur donna des mises à jour minute par minute. Tandis qu'ils regardaient leurs préparatifs faire leurs preuves, Jacques serra Catherine contre lui. « Personne en nous regardant maintenant ne croirait que tout ça a commencé avec toi coincé dans un arbre. Personne ne croirait beaucoup de choses. » Elle toucha le cœur en bois à son cou, puis attrapa la boîte en velours qu'elle avait glissée dans sa poche. Comme une PDG apprenant à mettre bas des veaux, ou un fermier révolutionnant l'éducation agricole, ou 2 personnes de mondes différents créant quelque chose de nouveau ensemble. Catherine ouvrit la boîte, révélant la bague de sa grand-mère, un diamant délicat qui avait survécu à la Révolution, à l'immigration et à des générations de femmes fortes traçant leur propre chemin. « Demande-moi, dit-elle doucement, avant que la prochaine crise ne frappe. Avant que nous devions aller vérifier le périmètre ou sauver quelqu'un d'autre d'un arbre. Demande-moi maintenant, dans cette grange qui est autant ma maison que n'importe quel bureau d'entreprise ne l'a jamais été. » Jacques prit la bague de sa boîte, ses mains burinées stables malgré la tempête qui faisait rage à l'extérieur. « Catherine Wells Wilson, vous qui grimpez aux arbres en robe du soir et enseignez la rotation des cultures aux investisseurs en capital risque, et qui avez changé absolument tout dans ma vie pour le mieux. Voulez-vous m'épouser ?» Un éclair illumina la grange à travers les fenêtres zébrées de pluie, et Catherine sourit, se souvenant d'une autre tempête et d'un autre moment de clarté. « Oui, dit-elle. Sous tous mes noms et dans toutes mes vies, oui. » La bague, élégant diamant à sa main gauche, bois sculpté à sa droite, capta la lumière alors qu'elle le serrait contre elle. Dehors, la tempête faisait rage. Mais ils avaient appris il y a longtemps que certaines tempêtes ne détruisent pas. Certaines tempêtes créent quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, quelque chose qui ne pouvait exister que grâce au chaos qu'il avait engendré. Le mariage eut lieu à la ferme au printemps suivant, avec le vieux chêne leur servant d'autel. Un clin d'œil du destin. Le même arbre qui les avait réunis étendait maintenant ses branches sur une assemblée qui représentait parfaitement la fusion de leur monde. Des dirigeants d'entreprises en costume de créateurs se mêlant à des fermiers endimanchés, des entrepreneurs de la tech discutant rendements agricoles avec des experts locaux. Catherine portait une simple robe blanche et des bottes de travail en dessous, la bague de sa grand-mère captant la lumière du soleil alors qu'elle tenait les mains de Jacques. Le cœur et la bague en bois pendaient toujours à son cou, maintenant accompagnés d'une petite clé en or, un cadeau de mariage de la sœur de Jacques, qui lui avait finalement pardonné d'avoir changé la ferme de leur père. Le centre d'innovation agricole Miller, annonçait fièrement Mary Henderson à qui voulait l'entendre, est en train de changer notre façon de penser l'agriculture. Et tout a commencé avec une tempête et une femme dans un arbre. Le centre avait dépassé même leurs projections les plus optimistes. Ce qui avait commencé comme une idée pour jeter un pont entre l'agriculture traditionnelle et la technologie moderne avait évolué en un mouvement. Des fermiers de tout le pays venaient apprendre les pratiques durables tout en apportant leur propre génération de savoir. Des étudiants de programmes agricoles travaillaient aux côtés de développeurs technologiques, créant des solutions qui honoraient le passé tout en embrassant l'avenir. « Ton père serait fier », entendit Catherine Tom Henderson dire à Jacques pendant la réception. Il disait toujours que l'agriculture devait changer avec son temps.
La réponse de Jacques fut interrompue par un appel vidéo sur la tablette de Catherine. Son équipe à Washington avait besoin de son avis sur une nouvelle réglementation en matière de technologie agricole. Elle géra cela rapidement, debout dans l'embrasure de la grange dans sa robe de mariée, l'air complètement naturel, donnant des directives sur la mise en œuvre éthique de l'IA dans les applications agricoles. Toujours en train de diriger le monde, à ce que je vois, dit Jacques quand elle retourna à la fête. Seulement les parties qui comptent, sourit-elle en touchant le cœur en bois. D'ailleurs, j'ai appris d'un sage fermier que les choses les plus importantes ne peuvent pas être contrôlées. Elles ne peuvent qu'être entretenues. Alors que le soir approchait, des nuages d'orage commencèrent à s'amonceler à l'horizon. Une tempête de printemps, douce mais symbolique. Leurs invités se précipitèrent pour aider à sécuriser la ferme, des avocats d'affaires travaillant aux côtés d'ouvriers agricoles, tout le monde se glissant naturellement dans les protocoles d'urgence que Catherine et Jacques avaient développés. Ça, dit la mère de Catherine en observant la réponse efficace, c'est ce que j'appelle une réception de mariage digne de ce nom. La tempête passa rapidement. Plus de spectacle que de substance, mais elle laissa derrière elle un double arc-en-ciel se dessinant au-dessus de la ferme. Tandis que leurs invités se rassemblaient pour l'admirer, Jacques attira Catherine à l'écart dans leur coin préféré de la grange. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il, révélant une nouvelle sculpture en bois. C'était une miniature de leur arbre, avec de minuscules éclairs autour. J'ai pensé qu'il nous fallait une commémoration digne de ce nom. Catherine traça les branches délicates. Notre histoire semble impossible quand on y pense. Une PDG trouvant sa véritable identité dans une ferme. Un fermier traditionnel embrassant l'innovation d'entreprise. Parfois, l'impossible est exactement ce qu'il faut, dit Jacques, faisant écho à des mots que Sarah avait souvent utilisés. En parlant d'impossible, j'ai eu des nouvelles de cette société de capital risque. Ils veulent étendre le programme à d'autres fermes, et, je pense que nous devrions le faire. Mais seulement si nous restons fidèles à ce qui rend cet endroit spécial. Il fit un geste autour d'eux. Il ne s'agit pas seulement de combiner l'ancien et le nouveau. Il s'agit de se souvenir que la véritable innovation signifie protéger ce qui compte tout en étant assez courageux pour changer. Catherine posa la sculpture à côté du cœur original qu'il lui avait fait, maintenant fièrement exposé dans leur maison. Comme un fermier intelligent qui a été assez courageux pour aider une étrangère dans une tempête. Comme une brillante PDG qui a été assez courageuse pour devenir fermière. Ils rejoignirent leurs invités alors que le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la ferme qui n'était plus seulement une ferme, mais un symbole de ce qui pouvait arriver lorsque des mondes différents se rencontraient. Le vieux chêne se dressait solidement contre le ciel qui s'assombrissait, ses branches tendues vers l'avenir, tandis que ses racines restaient fermement ancrées dans le passé. Plus tard cette nuit-là, après le départ de leurs invités et que la ferme fut calme, à l'exception des bruits habituels du soir, Jacques et Catherine se tenaient sur leur porche. Elle était toujours dans sa robe de mariée, bien qu'elle eût depuis longtemps enlevé ses bottes, et il avait desserré sa cravate mais gardé la vieille veste de mariage de son père. « Prête pour la suite ?» demanda-t-il. Catherine embrassa du regard leur royaume, les installations de recherche innovantes nichées parmi les bâtiments agricoles traditionnels, les champs où la sagesse ancienne rencontrait la science moderne, la maison familiale où les stratégies d'entreprise étaient planifiées autour de repas faits maison. « Tu sais quoi ? » Elle se pencha contre lui, sentant le cœur en bois pressé entre eux. Je crois que finalement, oui. Au-dessus d'eux, les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'éclaircissait, tandis qu'au loin, une autre tempête se formait. Mais ils avaient appris à ne plus craindre les tempêtes. Après tout, parfois, les plus belles choses naissent du chaos.